bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce feuilletage numéro 8, Jean-Michel André va nous présenter son livre Chambre 207, qui est sorti tout juste la semaine dernière chez Actes Sud. Avant de débuter, je vais juste faire quelques mots d'introduction. D'abord, remercier Jean-Michel d'avoir accepté cette invitation. Jean-Michel est né à Nantes, il est diplômé des Gobelins et en 2021 il a sorti son premier ouvrage Borders, publié également chez Actes Sud, une série qui a été exposée aux Rencontres d'Arles et à Paris Photo. En 2022 il a participé à la grande commande photographique de la BNF et du ministère de la Culture. Et donc là, Chambre 207 est un projet qu'il a débuté il y a quelques années, qui sort en livre et qui fera également l'objet d'une exposition à Lille, organisée par l'Institut pour la photographie, qui ouvrira hors les murs au musée de l'Hospice Comtesse de Lille à partir du 16 octobre jusqu'au 2 février. Donc Chambre 207, c'est un projet très personnel, une autofiction, dans laquelle Jean-Michel André réinvente une mémoire autour de la disparition de son père, qui fut assassiné dans la nuit du 5 août 1983 dans sa chambre d'hôtel à Avignon, alors qu'ils partaient ensemble en vacances. Vous verrez que dans l'ouvrage, on retrouve à la fois des images d'archives, de la police, de la presse, des images de famille, et mêlées à des photographies prises par Jean-Michel. À la suite du feuilletage, nous aurons une petite session de questions-réponses s'il y a des questions dans le public. Et puis, Jean-Michel fera une séance de signature au niveau de la librairie. Voilà, merci encore. Bonne soirée et Jean-Michel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci Chloé. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de votre présence. Un grand merci Clément pour cette belle invitation. Je suis vraiment ravi de vous présenter Chambre 207, donc ce livre conçu et réalisé avec Géraldine Lay, éditrice photo d'Actes Sud, et avec Christelle Fontes qui a réalisé la conception graphique de cet ouvrage. Je vais commencer par vous parler du format du livre. Donc le livre est au format A4, qui est celui des dossiers d'enquête. La couverture, nous avons fait le choix de partir sur une couverture souple. C'est vrai que c'est un sujet qui a été très lourd à porter. Et avec ce projet, je me déleste de ce poids. D'où ce choix de cette couverture souple, plus légère, moins rigide, et qui permet également une belle ouverture du livre. Ensuite, vous voyez la couverture est donc texturée. On y voit une matière organique, donc qui fait écho au vivant, à la peau, à du cuir, et cela résonne également avec les photographies, les documents que l'on va voir à l'intérieur du livre. Donc, dans le livre, il y a plusieurs éléments textuels, quelques écrits que j'ai réalisés. Il y a une magnifique postface de Clément Chéroux à la fin de l'ouvrage, on en parlera un peu plus en avant. Et donc je commence par cet écrit où je détaille le fait que le 4 août 1983, j'étais donc sur la route avec mon père, sa nouvelle compagne et la fille de sa nouvelle compagne. Et nous étions en partance pour la Corse, donc en vacances. Et nos parents donc, ont décidé de retenir deux chambres au Sofitel d'Avignon. Et donc la chambre des parents était la 209 et celle des enfants la 207. Et j'y ai laissé ma mémoire et mon enfance. Et donc on commence le récit de ce livre avec trois photographies de paysages qui introduisent donc le récit. Trois photographies très symboliques, avec une symbolique forte, et je parlerai même
métaphore de l'image. Ici, on voit ce ciel noir avec cet orage. Là, on est dans le Cap Corse, donc c'était notre destination de 1983, le voyage avorté par l'événement. Et donc, on voit ces nuages noirs avec même des larmes qui coulent de ce paysage et de ce ciel. Et on voit également dans la partie basse de l'image une lumière dorée, étincelante, une très belle lumière. Et cette photographie, elle résume assez bien mon projet où je passe des ténèbres à la lumière. Ensuite, ici, donc une autre photographie où là, on est toujours en Corse. Et c'est vrai que ce projet, la jeunesse de ce projet, ça a été pour moi comme plonger vers l'inconnu, sans savoir jusqu'où j'allais aller, ni comment j'allais refaire surface. Et donc là, on voit l'écume de la mer qui est placée au centre de l'image, avec des bulles d'eau qui jaillissent. Et ces bulles d'eau, elles vont se transformer en flocons de neige. Donc là, on voit un autre paysage avec, là, pour moi, on est plus proche d'un rêve où il y a quelque chose d'inquiétant, c'est assez sombre, mais en même temps, il y a également de la beauté. Ici, nous sommes face à donc, cette double page, c'est la couverture du Paris Match du 19 août 1983. Ce magazine m'a été remis dans les mains par mon parrain quand j'avais 20 ans, donc 13 ans après le drame. Et on y voit à l'intérieur, c'est un numéro qui est indicible, horrible. À l'intérieur, on y voit des cadavres, les écrits sont extrêmement sensationnalistes. Et à l'époque, quand mon parrain me l'a remis entre les mains, je ne l'ai pas ouvert devant lui. J'ai attendu de rentrer chez moi et bien sûr, je l'ai consulté, j'ai tout regardé et je l'ai brûlé. Et ensuite, je l'ai racheté donc, il y a 3 ans en réalisant ce projet et je l'ai à nouveau brûlé, mais cette fois-ci en le photographiant. Et c'est pour moi le fait d'effacer le fait divers, de me réapproprier cette histoire. Le fait divers s'efface sur la surface du papier. Et avec ce projet, j'interroge aussi les limites de l'image. Donc, qu'est-ce que l'on peut montrer, pourquoi, comment et pour qui. Là, c'est un procédé réalisé par Christelle Fontes qui m'a beaucoup touché et qui fait vraiment sens avec mon projet avec lequel je questionne les notions de mémoire, de deuil, de réparation. Là, on me voit donc âgé de 4 ou 5 ans. On voit la main de mon père qui est en train on imagine qu'il est en train de me lire une histoire. Et cette photographie, donc, elle a été coupée en 2. Et on retrouve la deuxième partie de l'image, la deuxième partie de cette même photographie où là, on voit mon père. Donc ça résonne vraiment bien avec le fait que suite au traumatisme vécu cette nuit-là, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé et je n'ai plus aucun souvenir de mon père. Donc les seuls souvenirs que j'ai de mon père, ce sont ces photographies de famille avec lesquelles j'ai grandi. Donc là, c'est un autre texte. Donc la partie texte, enfin mes écrits, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi parce qu'au début, j'étais beaucoup dans l'affect et puis parce que je ne suis pas écrivain. Et donc mes écrits sont assez factuels. On les retrouve au fur et à mesure qu'on avance dans l'ouvrage. Et ici, je détaille surtout les lieux traversés pour réaliser ce projet. Donc voilà, j'ai écrit « Je poursuis des recherches entamées il y a une dizaine d'années, ouvre de nombreuses portes, collecte des documents. La vérité se dérobe, je déplace mon regard.
Et donc j'explique, après je détaille le fait que je me suis rendu à Avignon, sur les lieux du drame, dans la région d'Arles, où on a retrouvé l'un des inculpés, mais où a eu lieu également la plus grande partie de l'enquête judiciaire, parce que les inculpés se sont beaucoup vus dans la région d'Arles. Et après, bien sûr, la Corse, au voyage voilà, qui était prévu. Et j'ai eu la chance d'être accueilli en Corse en résidence voilà, pour réaliser les photographies concernant la Corse, puis en Allemagne, où mon père exerçait pour les affaires étrangères, et donc au Sénégal, où j'ai passé les 5 premières années de ma vie. Là, nous sommes face à une téléphoto de l'AFP. Donc, j'ai pu récupérer plusieurs documents, des photographies à l'AFP. On y voit dans cette photographie 2 touristes se prendre en photo devant la façade de l'hôtel Sofitel, donc le lendemain du drame, le 5 août 1983. On voit un policier qui déambule également devant l'hôtel. Et donc, dans la légende, on apprend que, c'est la première fois qu'on l'apprend dans le livre, que le 5 août, 7 personnes ont été abattues par des malfaiteurs. Et cette photographie, je l'utilise aussi pour interroger cette théâtralisation du fait divers et cette mise en scène de l'horreur. Donc, en parlant de l'horreur, voilà la chambre 209, huis clos de l'horreur. C'est l'intérieur du Paris Match qu'on a vu précédemment, sur lequel il y a un travail de conception graphique très important et sur lequel moi-même j'ai froissé ce document parce que dans le bas de la page on voit des cadavres. Donc une photographie horrible. Mais par contre, l'élément textuel qu'on aperçoit et qui, après, s'estompe dans la page, est important et c'est encore une clé de compréhension pour comprendre voilà, ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Là, on est face à, donc à gauche, la montre de mon père. Donc c'est l'un des rares objets que j'ai pu récupérer suite à son assassinat. Avec le temps qui s'est arrêté. À droite, c'est la photographie donc, de couverture du livre, réalisée dans les Salins de Giraud, donc en Camargue. On voit des nuages, donc c'est le reflet de nuages dans les salins, d'où cette lumière un peu rouge et le trouble est présent, mais au milieu de l'image, il y a une percée et on voit le soleil, la lumière apparaître. À gauche, c'est une planche contact de l'AFP sur laquelle on voit la façade de l'hôtel. On voit également des policiers ici en train de faire des recherches. Et il y a 2 photographies dans cette planche contact où on me voit dans l'hôtel le 5 août 1983 où j'ai été photographié par des photographes de l'AFP. À droite, c'est la 4e de couverture d'un roman intitulé La tuerie du Sofitel d'Avignon, donc écrit par Michel Rosso, un journaliste. Et dans ce document, Michel Rosso soulève le fait que ce n'est peut-être pas un hold-up qui a mal tourné, ce qui a été retenu par les enquêteurs et diffusé par 98% de la presse et des médias, c'était un hold-up qui a mal tourné dans cet hôtel. Et donc Michel Rosso écrit dans cette 4e de couverture « Il est vrai qu'elle ne prend pas en compte les terribles révélations de Jean Roussel, l'inculpé numéro 1, décédé avant d'être jugé. La tuerie cachait-elle autre chose que l'on avait intérêt en haut lieu à ne pas révéler, crime politique, affaire d'espionnage ou trafic ?» Donc bien sûr, tout cela est romancé, mais j'ai eu accès à l'entièreté de l'enquête judiciaire, des jugements, aux archives départementales de Vaucluse à Avignon. Donc ce livre, je l'ai acheté il y a très longtemps, en 2013, et je l'ai relu bien sûr après.
Et donc je me suis rendu compte que Michel Rousseau avait également eu accès à une partie de l'enquête, parce que tout cela fait partie de l'enquête, mais voilà, ça reste romancé. Ici, donc, un document justement de l'enquête judiciaire que j'ai récupéré. Là aussi, il y a une conception graphique qui est importante avec le fait de retourner ce dossier. Il y a voilà, un moment de basculement, de doute, de trouble. Et puis ce dossier, en fait, il est vide. Donc l'enquête n'a jamais été entièrement élucidée. Et j'ai eu accès à aux 10 volumes. Donc dans un volume, il y a peut-être 50 pièces comme celle-ci. Et dans cette pièce-là, vous voyez qu'il y a 116 documents. Donc il y a énormément de documents. Je n'ai pas tout regardé, mais quand même, j'ai passé énormément de temps à Avignon aux archives. Et j'ai retenu donc ce document parce que justement, il fait écho avec le fait que l'enquête n'a jamais été entièrement élucidée. Donc le récit est ponctué par des paysages, de nombreux paysages, des paysages que j'ai réalisés dans la région d'Avignon. Enfin, au début, il y a un cheminement qui est plutôt géographique dans le livre. Là, on est sur l'un des ponts d'Avignon. Et donc, on voit le Rhône avec ses algues vertes plutôt toxiques. Ici, à gauche, donc, on voit il y a une coupure dans le paysage. Et à droite, on voit aussi une photographie que j'ai récupérée de l'AFP, où c'est le portrait de l'un des 2 principaux inculpés, sur lequel j'ai effacé son visage. Donc je me réapproprie en fait toute cette matière, tous ces documents de l'enquête judiciaire pour les transformer et en proposer une nouvelle lecture. Donc tout à l'heure, je parlais des limites de l'image, de ce que je souhaite montrer, ce que je ne souhaite pas montrer. À gauche, c'est une photographie à nouveau réalisée par un photographe de l'AFP. Donc ça aussi, c'est impensable de nos jours que les photographes aient accès, ou les journalistes aient accès aux scènes de crime. Voilà, c'était une autre époque. Et on voit les pieds du commissaire principal de cette affaire. Et on aperçoit l'un des corps des 7 victimes enveloppé dans un drap blanc. Mais la photographie d'origine que j'ai recadrée, on voit les 7 victimes. C'est une photographie très violente. On voit vraiment les 7 corps dans le couloir du 2e étage. Donc voilà la limite de ce que je souhaitais montrer. Et là aussi, c'est un gros travail d'édition avec Actes Sud, de doser où est la limite en fait, où est la limite, et essayer d'être le plus juste possible par rapport à ce sujet très, très intime, très personnel, mais ce sujet qui touche également 6 autres familles. Donc je suis aussi habité par une forme de responsabilité. Et voilà, je fais très attention à ça, à ce que je montre, ce que je ne montre pas. Et ici, à droite, ce sont les cendres du Paris Match, donc qu'on a vu au tout début. Et voilà, c'est ce qui reste de ce Paris Match. Donc tout à l'heure, je parlais des différentes hypothèses, enfin en tout cas de celle qui a été retenue. Il y a eu 3 hypothèses soulevées par les enquêteurs. Donc l'hypothèse du hold-up qui a mal tourné, qui est celle qui a été retenue. L'hypothèse financière, comme quoi le gérant de l'hôtel aurait pu être recherché, puisqu'il avait des financements un peu sombres. Et l'hypothèse diplomatique, comme quoi mon père aurait pu être recherché. Donc aucune des 3 hypothèses ne tient la route, vraiment. Et à gauche, en haut de la page, pardon, c'est une photographie que j'ai réalisée à Sarrebruck, où mon père justement exerçait pour les affaires étrangères. Et j'ai retenu donc cette photographie. Là, à droite, on a un autre objet appartenant à mon père, donc des clés de valise.
des clés qui symbolisent à la fois la sécurité, mais aussi le fait de cacher l'intime. Et donc voilà, très symbolique aussi. Et à gauche, on voit ce paysage que j'ai réalisé dans la région d'Arles, où a eu lieu l'enquête judiciaire. Et là, on pourrait croire à une fuite, où voilà, on voit des traces, on voit cette végétation complètement sèche, avec des zones aplaties. On pourrait croire aussi à une recherche ou à une fuite. Encore des documents que j'ai récupérés de l'agence France Presse à droite et à gauche des archives départementales du Vaucluse à Avignon. Donc l'un des nombreux procès-verbaux, il y en a plus de 1000 je crois. Les jugements ont duré 3 ans. Et à droite, donc on apprend en lisant ce document que Jacques Goutenoir, qu'on a vu précédemment, où j'ai effacé son visage, a été retrouvé 2-3 jours, le 7, donc 2 jours plus tard, dans une roubine, donc un canal d'irrigation. Il a été retrouvé criblé de balles dans ce canal d'irrigation. Ça s'est expliqué plutôt dans la partie basse. C'est un article du Nouvel Obs de 1983. Et justement, le lieu où a été retrouvé Jacques Goutenoir, j'ai pu retrouver plus ou moins ce lieu. Donc en tout cas, c'est le canal d'irrigation où il a été retrouvé près d'Arles. Et quand j'ai retrouvé le lieu, il y a eu cet instant magique où on voit ce héron prendre l'envol. Et voilà, ce projet, pour moi, c'est aussi une façon, je le disais tout à l'heure, de me libérer d'un poids énorme. C'est une façon de sublimer le réel, d'essayer d'insuffler de la poésie dans tout ça, et de transformer, de transcender l'horreur pour en proposer une œuvre. Et voilà, cette photographie, pour moi, elle est au cœur de ce projet, elle est fondamentale. Là, on voit deux objets appartenant à mon père, donc un passeport diplomatique. À droite, on apprend que mon père a fait partie des travailleurs déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, mon père était issu d'une famille très modeste, et il a grimpé les échelons jusqu'à devenir consul général. Ici, donc, c'est un dessin que j'ai réalisé pour la fête des pères. Donc c'est en juin 83, donc juste 2 mois avant les faits, avant l'événement. Et donc ce dessin, on voit qu'au dos de ce dessin, il y a des écrits. Donc ce sont les écrits de ma mère. Mes parents venaient de se séparer. Et ma mère, donc moi j'habitais à Nantes avec ma mère. Et donc mon père était à Saarbrück, en Allemagne. Et ma mère lui avait envoyé cette lettre avec mon dessin. Donc on pourrait croire à un dessin prémonitoire. Après, c'est sûrement juste un dessin d'enfant. À gauche, ce sont les cheveux de mon enfance. À droite, c'est un paysage aussi de Camargue avec, à nouveau, dans le séquençage du livre, une nouveauté, une photographie qui est retournée. Donc il y a voilà, un basculement, une perte d'équilibre qui résonne avec cette première partie du livre. Et puis en même temps, une proposition plastique aussi avec cette chromie et ces détails qui sont présents dans les deux images. Donc là, le document qui est à gauche fait partie des éléments déclencheurs de ce projet. C'est un mail que j'ai reçu donc, en 2013 de la part de O, je vais l'appeler O. Donc O était avec moi dans cette chambre 207. C'était la première fois d'ailleurs qu'on se rencontrait le 4 août. On a pris la route depuis Paris et donc on est arrivé à Avignon. On ne s'est jamais revus après le drame.
Et donc 30 ans plus tard, en 2013, je reçois ce mail où elle me demande si je suis le fils de Lucien André. En fait, O avait fait des recherches, elle m'avait vu sur mon site internet, enfin elle avait eu accès à mon site internet, donc après à mon mail. Et donc là, c'est un premier échange que j'ai retenu. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que je l'ai reçu. Ma fille est née en 2012 et un autre élément déclencheur. Donc quand ma fille est née, l'événement a refait surface, mais pas d'une façon traumatique, mais plutôt, voilà, j'étais un papa hyper heureux, je le suis toujours. Mais par contre, j'avais cette responsabilité de lui apporter des réponses. Et donc moi, j'ai toujours cherché à effacer le passé. Et je ne voulais pas remuer le passé. Mais là, je me suis dit, mais en fait, je ne connais rien de cette histoire. Il n'y a plus personne du côté de mon père. Et donc voilà, c'est là où j'ai commencé mes recherches. Donc pile au moment où je commence mes recherches, je reçois ce mail. Donc voilà, et au détail très brièvement ce qu'on a vécu ensemble cette nuit-là, mais là c'est très bref et on verra un deuxième mail plus tard. À droite, c'est le plan donc, du deuxième étage de l'hôtel. Et en rouge, ce sont les chambres où ont été retrouvées les 7 personnes assassinées. Donc la chambre 209, où était mon père et sa compagne, où on a retrouvé 5 personnes assassinées. Et nous, on était donc juste à côté dans la 207. Un autre paysage qui vient ponctuer le récit, apaiser un peu tout ça. À gauche, c'est le deuxième inculpé. Donc là, c'est l'inculpé principal, Jean Roussel. Donc pareil, j'ai procédé à l'effacement de son visage. On apprend dans la légende de l'AFP que Jean Roussel est mort d'une crise cardiaque. Donc là, on est en 85, hein, donc c'est 2 ans plus tard. Jean Roussel est mort d'une crise cardiaque avant de témoigner devant le magistrat instructeur, où il allait confirmer, parce qu'il avait fait plusieurs témoignages, et le dernier témoignage qu'il avait fait, il avait dit que c'est mon père qui était visé. Voilà, une histoire un peu rocambolesque, mais en tout cas, il devait confirmer ce témoignage. Et donc, il est mort d'une crise cardiaque dans le fourgon de police qui l'emmenait pour témoigner. Donc, encore une zone d'ombre. Et à droite, un paysage réalisé en Camargue où on voit une photographie assez abstraite. On voit du sel, le sel qui est lié à la vie mais aussi à la mort. Et puis au milieu, on peut penser à une stèle d'une pierre tombale, voilà, avec une forme bien sûr d'abstraction. Ici, on a à gauche les armes du crime, donc photographiées par un photographe de l'AFP. Et à droite, donc je vous parlais de la photographie où on voit les 7 corps des victimes, donc que je ne voulais absolument pas utiliser. Mais par contre, j'ai utilisé la dépêche qui détaille cette photographie et voilà, avec les noms, les prénoms des personnes, des personnes assassinées cette nuit-là. Donc à gauche, le deuxième échange avec O. Donc bien sûr, on a eu plusieurs échanges de mails. J'ai retenu ces 2 échanges et je ne vais pas vous le lire, ça va être un peu trop long. Mais par contre, juste vous dire que je vous invite bien sûr à consulter tous les éléments textuels, les écrits du livre, qui sont voilà, vraiment fondamentaux pour moi. Donc dans ce mail, O me détaille ce que l'on a vécu, donc ce que moi je n'ai plus aucun souvenir de cette nuit-là. Donc je me souviens, voilà, l'amnésie a fait que j'ai tout effacé. Par contre, O avait 17 ans, moi j'avais 7 ans. Donc elle se souvient de tout, des bruits, et donc elle me détaille tout ça, elle me détaille cette nuit-là, où moi elle m'a vu que j'étais réveillé, après la porte était ouverte, et elle me détaille aussi le lendemain, où on a été interrogé par la police et où on a vu des cadavres en sortant de notre chambre. À droite, un document de la police. Voilà, de ce deuxième étage.
ici, à nouveau, il y a une forme une nouveauté dans la conception graphique. Il y a une respiration avec cette page blanche à gauche, une image très symbolique aussi à droite avec ce peuplier. Donc à chaque fois, les photographies sont vraiment réalisées sur les lieux de l'enquête ou à Avignon. Là, on voit un peuplier qui est en train d'expulser des cotons qui enrobent des graines qui vont être disséminées dans le paysage et qui vont redonner vie. Et voilà, c'est vraiment là où je vais avec ce projet, c'est le fait d'expulser le mal et d'essayer de sublimer le réel, d'aller vers la vie. Donc, vous avez vu qu'au début, c'est très très dense. Donc, je tiens à souligner le très grand travail d'édition aussi, qui est fondamental, et c'est un vrai travail d'équipe, hein, ce livre. Bien sûr, j'arrive avec toute la matière nécessaire, mais il y a un énorme travail de conception graphique, tout est très réfléchi. Voilà, on a dû doser tout ça, et donc on va voir la suite. Donc ici, à gauche, c'est la façade de l'hôtel Sofitel, donc qui est exactement au même emplacement aujourd'hui qu'en 1983. C'est la même façade. Par contre, l'hôtel a changé de nom, mais c'est toujours un hôtel. Et à droite, c'est la chambre 207. Donc, comme j'ai eu accès au plan de l'hôtel via les archives départementales du Vaucluse, j'ai su que les chambres sont exactement au même endroit qu'en 83. Et j'ai fait le choix, donc c'était un parti pris un peu risqué parce que je ne voulais surtout pas avoir de flashback, de revivre l'horreur. Voilà, le cerveau des enfants est plutôt bien fait. Et donc, j'ai fait ce parti pris. Pour moi, c'était important. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière prise de vue que j'ai réalisée pour le projet. Donc, bien sûr, elle n'est pas à la fin de l'ouvrage. Et donc, voilà, j'ai dormi une nuit dans cette chambre 207. J'ai été voir un ami à Avignon. On a pas mal picolé. Je voulais pas trop réfléchir et j'ai fait 500 photos, alors que d'habitude je fais très peu de photos, mais là j'étais dans la boulimie, je voulais pas réfléchir. Et donc voilà, sur 500, il y en avait une qui était bien. C'est celle-ci que j'ai retenue. Ici, donc c'est un document, c'est donc la photographie qu'on a vue sur la planche contact au tout début. Une photographie où on me voit accompagné d'une jeune femme. Une jeune femme donc, qui, je pense, devait être soit une employée de l'hôtel, soit une psychologue. Et donc je ne pouvais pas utiliser cette photographie, bien sûr pour qu'on ne la voie pas. Et donc j'ai procédé à ce déchirement de l'image, ce déchirement qui fait écho avec mon vécu, et ce déchirement qui me permet aussi de faire une proposition plastique, et qui enchaîne avec la crête de la montagne de Corté, qui était notre destination de 1983, parce qu'on allait en Corse, mais on allait chez des amis à Corté. Les oiseaux qui m'ont accompagné dans ce travail et qui sont très importants pour moi, qui symbolisent à la fois le fait de prendre de la hauteur, la liberté aussi, la transition, la migration, le voyage. Et donc on retrouve de nombreux oiseaux dans le livre. À nouveau, on retrouve ce procédé, sauf que d'une photographie coupée en deux, où je suis avec mon père, on aperçoit un peu sur la partie droite de l'image, c'est ma main derrière l'épaule de mon père. On voit que mon père est en train de remonter une montre, et cette photographie, elle a été prise par ma mère en novembre 82. Mon père est né le 1er novembre, moi le 5, donc on était en train de fêter nos anniversaires. Et donc là, moi, j'apparais sur la deuxième partie, sur
le revers de la page. Et sur cette photographie, autour de cette photographie, Clément Chéreau a écrit un passage dans son texte que je trouve très beau, qui m'a énormément touché, où Clément écrit que mon père m'offre le temps, me donne le temps. Et j'ai trouvé ça voilà, très, très beau, très, très fort. Encore un paysage, un basculement, une perte d'équilibre. On est toujours en Camargue. Une photographie que j'ai retournée. J'avance un petit peu dans le récit. Un paysage réalisé en Corse. Donc voilà, une photographie aussi assez abstraite. Hein. Ce n'est pas un paysage banal avec cette végétation qui atterrit sur la plage, une plage de sable gris avec des couleurs orangées. Voilà, on est proche aussi du rêve, en tout cas, il y a aussi une notion d'intemporalité et on ne sait pas trop où on se situe. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des différentes hypothèses. Donc ça, c'est le scénario qui a été retenu par les enquêteurs. Donc celui du hold-up qui a mal tourné. Et à droite, c'est la seule photographie. J'ai aussi été aux archives diplomatiques de Nantes. J'ai eu accès à certains dossiers, pas tous. Mais j'ai retenu uniquement cette photographie où on voit ce sont les dossiers de différents postes avec le nom des pays inscrits sur les dossiers. Donc là, c'est une photographie aussi réalisée par un photographe de l'AFP. Une photographie que j'ai recadrée parce que dans la partie basse de l'image, on voit le lit de la chambre 209 avec du sang sur le lit. On voit une jambe qui apparaît dans l'image. Donc voilà, ça, je voulais surtout pas montrer ça. Mais par contre, j'ai retenu cette photographie. Donc on est dans la chambre 209, on est le 5 août, le lendemain du drame. On voit ce rideau qui a été utilisé par les deux assassins qui ont pris la fuite. Jean Roussel qui a été arrêté donc le jour même, le soir même, et Jacques Goutenoir qu'on a retrouvé mort le lendemain matin. Donc pareil, c'est aussi avec cette photographie, voilà, j'interroge aussi voilà, les limites de l'image. Un paysage en Corse où voilà, tout est calciné, il y a plusieurs voies possibles, deux chemins. Il y a aussi une belle lumière, donc, où le trouble est présent aussi. Encore une évolution dans la mise en page, une respiration. Hein, il faut aussi, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, voilà, reprendre un peu son souffle. Et donc, maintenant, le blanc va commencer à apparaître de plus en plus dans l'ouvrage. Et ici, une photographie aussi réalisée en Corse, voilà, très, très épurée. Là aussi, une autre proposition de conception graphique que je trouve très réussie, avec ces mots issus de l'enquête, une enquête voilà, qui n'a pas été élucidée. Donc il y a quelque chose aussi de troublant dans tout ça. Là, on est face à un paysage que j'ai photographié en Corse, dans le maquis corse, où on voit cette forêt complètement calcinée. On est face à l'horreur, au drame, mais il y a tout de même un chemin qui se dessine dans ce paysage. Donc il y a une issue possible qui nous mène même vers de la végétation qui est en train de reverdir dans la partie haute à droite de l'image. Donc il y a aussi une forme de renaissance. Et à gauche, on a ce voile, donc c'est un film donc en argentique que j'ai travaillé
enfin, en tout cas, là, c'est un film réalisé au 6-9, donc je peux faire 8 photos sur ce film. Et j'ai voilé le film en me disant, bah, on verra où est-ce que le voile apparaît. Mais bien sûr, tout ça est réfléchi. Après, il y a une partie aléatoire aussi. Et donc, ce voile qui évoque, bien sûr, bah, ce voile sur le passé, mon amnésie. Et voilà, cette photographie, elle résume très très bien mon projet également. Là, on est à nouveau, on est toujours en Corse. Donc j'ai fait aussi très attention dans la conception de ce travail au rendu de la chromie des photographies, aux couleurs, pour que l'on puisse croire qu'on est dans les années 80. Donc il y a aussi tout ce travail autour de cette mémoire disparue, cette mémoire réinventée. Et donc voilà, ici on voit, voilà, même dans les habits de cette jeune femme, on pourrait croire vraiment qu'on est dans les années 80 avec la gare de Corté. Le voyage, toujours avec le train. J'ai beaucoup pris le train pour réaliser ce projet. Le train pour aller en Allemagne, le train pour aller à Avignon, à Arles aussi. Et à droite, et le train en Corse aussi. Et à droite, nous sommes justement en Corse, dans les montagnes de Corté. Le train corse, avec cette percée aussi, et voilà, on est à la fois dans le passé, dans le futur, on est dans une temporalité anachronique. Là, je vais juste lire ce passage. Les mots n'existent pas forcément pour révéler des blessures, des failles. Je peux donner l'impression de me dénuder, mais je reste pudique, je ne dévoile pas tout. Je travaille sur les lisières, sur le fil, tel un funambule qui avance en essayant de ne pas chuter, de rester concentré. Là, on arrive en Allemagne, à gauche, à Saarbrück. Donc à Saarbrück, j'ai voulu voir la maison où habitait mon père, où j'ai pu également passer du temps. Et en arrivant à Saarbrück, la maison de mon père n'existe plus, elle a été remplacée par un immeuble. Mais par contre, elle se situe dans cette rue, donc j'ai retenu cette photographie d'une autre maison, mais qui est située dans la rue où habitait mon père. À droite, c'est aussi Saarbrück, c'est cette même journée avec cet orage. On avance et là, on arrive au Sénégal. Et pareil, au Sénégal, donc c'est là où j'ai passé ma petite enfance avec mes parents, mes 5 premières années. Et j'ai voulu retrouver la maison où on habitait à Dakar. La maison n'existe plus non plus. Elle a été remplacée par un immeuble qui est donc cet immeuble que j'ai photographié à travers le reflet de la piscine d'un hôtel où nous allions souvent quand on habitait à Dakar. Donc là, on est toujours à Dakar. C'est encore des oiseaux qui nous accompagnent. Là, ce sont des milans. On voit souvent ces oiseaux dans le ciel de Dakar. Et là, le blanc va vraiment commencer à prendre beaucoup de place dans l'ouvrage. Je vais juste lire ce court texte. Je suis un survivant dont l'histoire s'inscrit dans l'écho de milliers de récits d'ici et d'ailleurs, de souffrance et de réparation. La photographie est mon point d'appui, mon souffle, mon chemin d'expérience de la vie et du sensible. Je me fais voyant pour transcender l'indicible et rendre au monde une part de sa beauté volée. Donc là, on est toujours au Sénégal, pardon. À gauche, on est plutôt ici dans une mémoire affective, une mémoire liée à ma petite enfance. Et donc on a aussi des documents d'archives, mais des documents intimes. Donc là, c'est ma mère qui avait annoté au dos de la photo qu'on avait fait une escale à Casablanca. On a une lumière qui est très douce dans cette partie. Là, on me voit avec ma nourrice à Dakar. Et cette lumière très douce, donc dans les tons, des tons un peu dorés, avec des ciels vaporeux, commence à vraiment prendre forme dans l'ouvrage. Et donc c'est vraiment ce voyage, donc pareil, j'étais jamais retourné au Sénégal. Et en fait,
vraiment au Sénégal où cette sensation d'apaisement, de délivrance, de libération a pris tout son sens et c'est aussi là où j'ai senti, je me suis senti le plus proche de mon père. Je n'ai pas eu de souvenirs, de réminiscences, de souvenirs, mais j'ai eu des sensations, de déjà vu, de déjà vécu. Et ça a été un voyage incroyable pour moi. Et bien sûr, voilà, je pars de l'intime, mais pour aller vers une forme d'universel. Donc j'essaye d'ouvrir ce projet le plus possible et pour qu'il puisse devenir tangible et partageable. À gauche, donc des diapositives réalisées par mon père. On voit d'ailleurs son nom de famille, le mien. À droite, et des photographies réalisées pendant cette période liée au Sénégal. À droite, on me voit âgé de 2 ans, une photographie prise à Dakar. Donc là, vous voyez, pareil, dans la conception graphique, au début, on est dans la densité des doubles pages pleines, et donc le choc est présent et c'est ce qu'il fallait. Et maintenant, même dans les doubles pages, on a le blanc aussi qui apparaît, donc beaucoup de douceur dans cette partie. Là, on est dans le quartier de Dakar Plateau, donc c'est là où nous habitions, bien sûr, face à un paysage urbain qui a bien sûr énormément évolué avec plein de nouveaux bâtiments. On voit ce ciel vaporeux, laiteux, avec un voile qui apparaît. Et c'est vrai qu'avec ce projet, je voile et je dévoile l'intime, voilà, tout en faisant aussi très attention à ce que je montre, et je ne montre pas tout, bien sûr. Je reste pudique. Et voilà une autre photographie liée à cette petite enfance au Sénégal. Donc voilà, beaucoup de douceur, de légèreté et toujours cette lumière assez incroyable. Donc là aussi, j'ai fait des choix en termes de prise de vue, de photographier très tôt le matin ou en fin d'après-midi pour avoir ces lumières-là. Et là, j'ai vécu vraiment des moments assez magiques au Sénégal, à la fois dans mes rencontres et à la fois dans mes rencontres humaines et dans mes rencontres avec le paysage. Donc là, on voit une diapositive issue du carton de diapositive. On voit une photographie de mon père. Donc c'était important aussi dans nos choix avec Géraldine et avec Christelle de ponctuer le récit, de ne pas finir uniquement avec des photographies, de nouvelles photographies que j'ai réalisées au Sénégal, mais aussi qu'il y ait cette dimension liée à l'archive, mais là des archives personnelles, intimes. Donc là, à droite, un portrait de mon père. À gauche, une photographie aussi réalisée à l'époque, dans fin des années 70, au début des années 80. Et à droite, on voit une photographie réalisée dans un marché à Dakar, donc réalisée en 2023. Donc au Sénégal, je parlais d'instants magiques. En voici un. Avec ce baobab, on dirait qu'il est en train de chuter. Je parlerai même de spiritualité. J'ai vécu des moments intenses au Sénégal. Et là aussi, donc un travail autour de la lumière. Hein. Vous voyez qu'on est à la fois dans le jour et la nuit. Et même dans la nuit, on a cette douceur qui est présente dans les photographies. J'allais oublier une photographie très importante où là c'est la première fois où on nous voit ensemble avec mon père qui m'enlace et on est tous les deux très souriants. J'aime beaucoup cette photographie donc qui m'a accompagné depuis mon enfance et comme je le disais tout à l'heure, je me répète, mais
c'est les seuls souvenirs que j'ai de mon père, je les ai grâce à ces photographies, donc qui sont très précieuses pour moi. Et la dernière photographie, c'est aussi un choix. Voilà, c'était pas facile comme choix. Je regarde Géraldine et Christelle. On a fait ce choix-là qui, pour moi, est un très bon choix. Moi, on finit donc par une photographie qui est réalisée par mon père, donc qui est issue aussi de ses diapositives. Et on est au décollage de Dakar. On voit un hublot de l'avion. On voit la mer. Et pour moi, c'est la dernière photographie du livre. Et pour moi, ce n'est pas une fin, mais c'est une continuité. Voilà, c'est aussi une invitation au voyage, ce projet, une invitation à la vie. Et avec cette photographie, je remercie aussi mon père. Et là, on arrive à la postface de Clément Chéroux, qui est un très très bel écrit, qui est un écrit très très juste, très très bien conçu, vraiment un immense merci Clément. Et je vous invite à le lire, pareil je vais dépasser les 45 minutes si je le lis, mais voilà, c'est un écrit qui est fondamental dans le livre, qui est vraiment au cœur de l'ouvrage. Et j'adore le titre, Dans les chambres attenantes. C'est cet écrit, enfin là, pourquoi Clément Chéroux? En fait, Clément Chéroux, pour plein de raisons, mais il y a du sens dans tout le projet, en fait. Tout est millimétré, dosé. Et Clément était mon professeur de l'histoire de la photographie au Gobelin. Et Clément nous a vraiment ouvert l'esprit sur l'importance des mots en photographie, et aussi sur la place et le rôle des photographies vernaculaires dans l'histoire de la photographie. Et bien sûr, à l'époque, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire un tel sujet, arriver jusque-là, ni même l'imaginer. Mais par contre, ça m'a énormément touché, voilà, tous ces cours autour de la photographie vernaculaire, parce que ça m'a ramené, bien sûr, à mes propres photographies de famille avec mon père. Et on arrive à la fin du livre. Donc ici, ça aussi, c'était pour moi très important, parce que là, je viens de me livrer, de tout vous raconter, mais en tout cas une grande partie. Mais pour le regardeur, le lecteur qui découvre le livre, c'était important qu'il puisse avoir d'autres clés de lecture. Avec ici, on retrouve toutes les vignettes des doubles pages du livre et toutes les vignettes qui sont légendées. Et on voit donc à chaque fois où ont été réalisées les prises de vue, on voit qu'il y a du sens derrière tout ça. Et on apprend également d'où sont issues ces photographies de magazines, de la presse, d'archives. Donc ça nous a pris pas mal de temps aussi dans la conception, parce qu'il fallait être très précis. Et voilà, on finit donc avec ça. Et la quatrième de couverture avec les cheveux de mon enfance voilà, qui sont envolés, comme vous pouvez le constater, il y a longtemps.